La question que nous allons nous poser est de savoir si finalement les francs-maçons ont toujours bien accueilli les juifs. En Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis, la tolérance religieuse a été pratiquement immédiate. Les juifs sont acceptés partout, même dans les hauts grades, enfin en tout cas jusqu'au XVIIIe degré. C'est en 1716 qu'un juif fut pour la première fois initié en Angleterre, par exemple. Il semble bien en effet que, dès la fin du XVIIe siècle, les juifs aient trouvé dans les loges maçonniques une possibilité d'intégration, d'assimilation, un cadre social commun avec les non-juifs. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Haskalah et tout ça va dans le même sens. L'émergence de la franc-maçonnerie et l'entrée des juifs dans le monde moderne, dans la société moderne, sont pratiquement simultanées. Jacob Katz, qui est un très grand spécialiste de cette question-là, écrit « Les efforts des juifs pour s'assurer l'assimilation sont allés de pair avec l'histoire de leur relation avec les francs-maçons. L'entrée en loge permet aux juifs de rompre leur solitude sociale. » Ceci dit, l'attitude du rabbinat ne fut pas unanime. Certains rabbins, notamment les rabbins les plus orthodoxes, étaient contre l'arrivée des juifs en franc-maçonnerie parce qu'ils estimaient que les juifs qui rentraient en franc-maçonnerie trahissaient leur religion et qu'ils abandonnaient en fait leurs frères juifs. Bon. Mais quand même à cette époque-là, et surtout au XIXe siècle, l'énorme majorité du rabbinat est favorable à l'entrée des juifs en franc-maçonnerie et à une attitude très positive vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Pourtant, en dehors de l'Angleterre et des Pays-Bas, en Europe, l'acceptation des juifs en franc-maçonnerie fut beaucoup plus contrastée. 1764, la parfaite amitié de Toulouse décide de ne pas recevoir les juifs dans la loge. 1767 à Marseille, la loge de la parfaite sincérité, dans son article 12, stipule que tout profane qui aurait le malheur d'être juif, nègre ou mahométan ne doivent point être proposés. Ou encore, en 1791, l'Anglaise de Bordeaux décide « Les juifs ne sont pas admis à nos mystères ». Alors en France, les choses vont s'arranger quand même. Au XIXe siècle, à partir du début du XIXe siècle, on va dire, la situation se normalise et les juifs sont admis à peu près partout. Par contre, en Allemagne, il n'est pas très simple d'être juif et franc-maçon. Le symbole de la rencontre entre les juifs et les francs-maçons allemands est certainement l'amitié qui s'est nouée entre Lessing et le maçon Lessing et le juif Moses Mendelssohn, celui qui était vraiment à l'initiative de la Haskalah dont je vous ai parlé tout à l'heure, des Lumières juives. Tous les deux, Lessing, le maçon Lessing et le juif Mendelssohn, représentaient vraiment, excusez-moi pour la prononciation, l'Aufklärung, c'est-à-dire vraiment les Lumières allemandes. Pourtant, la franc-maçonnerie a toujours refusé d'ouvrir ses portes à Moïse Mendelssohn en raison de son judaïsme. J'ai déjà mentionné que l'émancipation des Juifs et leur entrée en franc-maçonnerie avaient été assimilées à l'occupation étrangère consécutive aux conquêtes napoléoniennes. La presse nationaliste rendait les francs-maçons responsables de cette émancipation, les accusait d'être influencés, voire dirigés par les Juifs. Ces mêmes accusations se retrouvent dans de très nombreux ouvrages allemands, parmi lesquels Alban Stolz ou Michael Pachler, qui écrivent tous les deux « Juifs et francs-maçons ne sont qu'une hydre à deux têtes ». Alors, qu'en est-il exactement des obédiences maçonniques allemandes? Il y a trois grandes obédiences maçonniques allemandes. La Grande Loge Mère Nationale aux Trois Blocs, qui est la première, la plus ancienne. La Grande Loge des francs-maçons d'Allemagne,
et la Grande Loge de Prusse. Pour ces trois grandes loges, dont le siège est à Berlin, la franc-maçonnerie est chrétienne par essence. Elle ne doit accepter que des chrétiens comme membres. Alors il y a aussi, et là malheureusement je n'ai pas le temps non plus de développer, il y avait 5 toutes petites obédiences humanitaires qui n'avaient pas les mêmes principes, qui n'étaient pas aussi rigides et qui ont pu initier quelques juifs, mais qui ne vont pas être reconnues, enfin elles vont être reconnues un petit moment par les trois grandes loges, et puis très rapidement cette alliance va être dénoncée. Alors en fait, si nous sommes vraiment au XIXe siècle, il y a 2 loges qui reçoivent les juifs, la Morgenroth, qui est traduite soit par aurore naissante, soit par soleil levant. Et j'ai retenu ce nom de soleil levant parce que le droit humain a eu énormément de liens avec cette loge du soleil levant, qui, pour le coup, elle recevait les juifs, et du coup, il n'y avait plus le côté juif à la Morgenroth. Les chrétiens n'y rentraient pas. Hein. Et il y a eu ensuite une seconde loge qui s'appelait l'Aigle francfortois. Alors, on a l'impression que les choses s'arrangent un petit peu entre 1860 et 1870. Les loges allemandes admettent de recevoir les juifs comme visiteurs. Et puis, 1870, c'est l'unité allemande, la création du Reich bismarckien, et à partir de ce moment-là, la franc-maçonnerie allemande devient aussi antisémite que le reste de la société. Et à partir de 1880, les quelques frères juifs convertis au christianisme, qui avaient réussi à être initiés, sont exclus des loges allemandes. Hein. Il y a quand même un épisode très significatif qui est ce qui s'est passé à la première conférence internationale antisémite qui a eu lieu à Dresde en 1882. Alors, c'est Adolf Stoecker qui est organisateur de la conférence, et un monsieur Istosk, enfin bref, vous le disiez, hein, qui dirige un journal antisémite. Et bien entendu, cette conférence internationale de Dresde dénonce les francs-maçons. Bien, c'est normal, hein, on le sait depuis tout à l'heure. Les francs-maçons sont condamnés comme dangereux alliés des juifs. Seulement voilà, le problème, c'est que à cette conférence, un certain nombre de délégués étaient des francs-maçons. Alors du coup, ça ne leur va pas du tout, cette condamnation. Et les délégués allemands vont donc faire obtenir une nouvelle rédaction du texte. Vous lisez vous-même. Les juifs ont réussi à falsifier et à pervertir la maçonnerie dans certaines régions, suivez mon regard, la transformant en un instrument devant servir leurs fins. 2 ans plus tard, la Grande Loge de Berlin met la question juive au centre des débats. Faut-il, oui ou non, accepter les juifs en loge? 33 membres votent en faveur de l'admission des juifs, 85 contre. L'affaire est entendue. Et pendant les décennies 1880 et 1890, l'exclusion des juifs devient pratique courante dans tous les domaines, la franc-maçonnerie compris. Alain Bernheim, qui est, je pense, un auteur dont vous avez au moins entendu parler, c'est aussi un merveilleux violoniste, qui a beaucoup travaillé sur les archives qui ont été ouvertes au Berlin Document Center. Et évidemment, ces archives ont été ouvertes assez récemment. Il a donné une conférence à l'Université libre de Bruxelles en 2008. Il écrit: la lecture des documents maçonniques des années 20 et 30 est accablante. Il ne fait pas de doute que la majorité des obédiences maçonniques allemandes a tenté de travailler et de s'associer avec le nazisme avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Elle a salué son avènement en soulignant que les thèses du nazisme coïncident avec les principes qu'elle s'efforce de défendre. Parmi les maçons à cette époque, il y avait le directeur de la Reichsbank,
et le ministre de l'économie d'Hitler, Almar Schacht, qui a été traduit au tribunal de Nuremberg et acquitté. Face à cette majorité de maçons, puisqu'il faut bien les appeler par leur nom, une fraction infime, environ 1% des maçons allemands, vont organiser en 1930 une nouvelle grande loge, la Grande Loge symbolique, qui n'a jamais été reconnue par les loges allemandes, évidemment, et qui a obtenu ses patentes du Grand Orient de France. Donc elle était... Enfin voilà... et cette Grande Loge symbolique affirme son opposition au nazisme, à sa politique nationaliste. Elle affirme son opposition aux thèses racistes et antisémites. À l'honneur de cette opposition minoritaire, disons qu'elle s'est manifestée de façon extrêmement courageuse, aussi bien par la parole que par l'écrit, jusqu'à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et en mars 1933, donc 3 mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la Grande Loge nationale, la Grande Loge symbolique, décide librement de se mettre en sommeil. Son grand maître, un chrétien, Léo Muffelmann, est arrêté par la Gestapo. Et 1 mois plus tard, il décède déçu de sévices subis en camp d'internement. Le logo que vous voyez ici est le logo de la loge Léo Muffelmann, c'est une loge maçonnique qui s'est créée à Tel Aviv en l'honneur de la mémoire de ce maçon courageux. Lors de l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, les 3 grandes loges prussiennes décident de renoncer à leur référence maçonnique et de se commuer en ordre chrétien germanique, en assurant immédiatement Hitler de leur royalisme. Alors du coup, il fallait changer quand même les rituels. Hein. Ah ben oui, le temple de Salomon, il est remplacé par la cathédrale allemande. Hiram, un peu trop juif quand même, hein. Et Hiram, donc, Raoult, il est remplacé par le dieu germain Balder, qui va prendre sa place. Et finalement, quand même, les frères de ces grandes loges sont priés d'apporter la preuve de leur descendance arienne. Mais, si je puis dire, après le déshonneur, vint le tombeau. En 1934, vous pensez bien que le nazisme n'est pas toléré, même ces ordres germano-chrétiens. Et en 1934, les grands maîtres des ordres germano-chrétiens sont contraints d'organiser une réunion avec la Gestapo en vue de leur dissolution. En août 1935, les 3 ordres germano-chrétiens expriment le désir d'être lavés publiquement de tout soupçon de philosémitisme. Elles se réunissent avec l'accord et en présence des autorités civiles. C'est ça, je ne pas avec le micro. Hein. Pour célébrer leur fête de fermeture. Pour célébrer leur fête de fermeture. Vous avez bien entendu. Bernheim affirme que, et je lui en laisse la responsabilité bien sûr, que les archives du Berlin Document Center révèlent que plusieurs membres du parti nazi avaient accédé au plus haut poste de responsabilité de la maçonnerie allemande après la Seconde Guerre mondiale. Il me faudrait des heures pour vous parler des auteurs qui ont écrit et écrivent encore sur le complot judéo-maçonnique. Il me faudrait des heures pour vous faire lire les multiples sites qui cautionnent ce mythe. J'en ai consulté des dizaines et j'ai écouté des quantités de vidéos jusqu'à en avoir la nausée. Ils viennent des sites de l'extrême droite, des catholiques intégristes, de l'islamisme radical. En voici quelques exemples. L'ouvrage de Johnny Vernet a eu énormément de succès. Alors, l'historienne Valérie Gounet
qui est auteur d'un ouvrage qui s'appelle Robert Faurisson, Portrait d'un négationniste, écrit Alain Soral à son site, Égalité et Réconciliation, vous l'avez vu paraître tout à l'heure d'ailleurs, qui fait 7 millions de clics par mois. C'est le site de la complosphère le plus consulté. Soral et Dieudonné ne cessent de publier des billets, des vidéos qui diffusent cette propagande sur Internet. Le sociologue, j'ai essayé de retrouver son nom, Gérald Bronner, je crois, explique qu'il y a dans le monde 7 milliards de portables. Et qu'aujourd'hui, en 1 heure ou 2, on peut faire circuler dans le monde entier exactement ce que l'on veut. Et il emploie un terme que j'aime beaucoup, il parle de la démocratie des crédules. Je trouve que c'est pas mal. Les protocoles sont popularisés très largement actuellement, aujourd'hui, dans le monde arabe. Vous avez ici le ministre de la Culture du Hamas qui présente les protocoles. On sait que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde était prévu depuis 100 ans. Un autre écrit, même si le protocole est un faux, tout ce qui est dit dedans, c'est vrai. Je vous assure, notamment. Il y a aussi, les protocoles sont aussi très largement popularisés par des feuilletons télévisés. Il y en a un qui fait un malheur, qui s'appelle Le Cavalier sans monture, et qui développe tout à fait aussi l'histoire de ce mythe. Il me semble que si dans les pays latins, le mythe du complot judéo-maçonnique était essentiellement d'origine catholique, était en fait un petit peu symbole de résistance à la modernité, dans les pays arabes, ce mythe du complot est un symbole de résistance à l'Occident, me semble-t-il. Les protocoles reparaissent également dans beaucoup d'États ex-communistes. L'ouvrage est en vente libre, je parle des protocoles, l'ouvrage est en vente libre à Moscou. Antisémitisme et antimaçonnisme sont partie intégrante des nouveaux nationalistes russes, et le mythe est tout à fait vivant dans la société et même à la Douma. Ceci dit, les protocoles sont également l'objet d'éditions récentes en Inde, au Japon, en Amérique latine, et j'ai appris aujourd'hui qu'il vient d'être mis en vente libre en Espagne. Et l'Église catholique, où en est-elle? Mes frères et mes sœurs, je vous rassure, aujourd'hui, un franc-maçon catholique n'est plus excommunié. Il est seulement en état de péché grave. Dans l'avion qui ramène le pape François de Rio de Janeiro en juillet 2013, il dénonce les lobbies de la cupidité, ils sont où? Les lobbies politiques et les lobbies maçonniques. Lors de sa visite apostolique à Turin en juin 2015, pendant son discours aux jeunes, le même pape critique l'influence du franc-maçon et leur hostilité envers l'Église. Enfin, en 2017, donc il y a 2 ans, le Saint-Siège a récusé la nomination de l'ambassadeur du Liban auprès du Saint-Siège. Il s'appelle Johnny Ibrahim. Pourquoi? Eh bien parce que il était franc-maçon. Donc le Saint-Siège ne l'a pas accepté comme ambassadeur. En France, les groupuscules d'extrême droite, alors tous ces groupuscules, vous pouvez aller consulter leur site, tous sont à la fois antisémites et anti-maçons. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est toujours les deux. Alors voyez, les Jeunesses nationales révolutionnaires de Serge Ayoub, l'œuvre française d'Ivan Benedetti, bon, ceux-là, allez hop, ils ont été dissous à la suite du décès de Clément Méric, dont vous vous souvenez peut-être. Ceci dit, les dissolutions n'ont pas grand effet sur la réalité de leur action. Mais enfin, il en reste. Il reste le GUD aussi a été dissous, il s'est reconstitué sous le nom de Passion Sociale. L'Action française, extrêmement active en ce moment. Civitas, dirigé par Alain Escada. Le Bloc identitaire, dirigé par Fabrice Robert. Le Printemps français,
présidé par Béatrice Bourges, vous savez, qui est très actif contre le mariage pour tous. La dissidence française de Vincent Vauquelin, etc. Et que dire des récentes dérives antisémites et antimaçonniques des Gilets jaunes? Je dis bien des dérives. Hein. Si la dégradation des locaux de la Grande Loge de France. Et ceci est arrivé à Tarbes il y a 15 jours, hein, le dimanche dernier, et c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui dit « Après les juifs, les francs-maçons, quand la bêtise réalise avec l'intolérance la plus crasse ». Pour moi se pose le problème de l'altérité. Les juifs sont particuliers, c'est le peuple élu. Les francs-maçons sont particuliers, ce sont des initiés. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas immédiatement reconnaissables. Bon, la noire, on le reconnaît, c'est facile, tout ça. Un juif, un franc-maçon, c'est un peu plus compliqué. Ce sont les mêmes, mais ils sont différents. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'on veut de la mêmeté, on veut de la gentillisse. La gentillisse, vous savez, c'est ceux qui sont de la même famille. Et ça a inspiré un joli mot à Jacques Lacan, qui disait « Pourquoi n'aime-t-on pas les juifs? Parce qu'ils ne sont pas gentils. » Mais finalement, quelles sont les vraies concordances entre judaïsme et franc-maçonnerie? Dans l'ouvrage de Luc de Fontaine et Jean-Philippe Schreiber, Judaïsme, qui s'appelle Judaïsme et franc-maçonnerie, ces deux auteurs développent 3 thèmes de concordance. C'est vraiment à la fin de leur ouvrage. D'abord, premier thème, la valeur du travail. Dans le judaïsme, la valeur du travail prend sa source dans la Torah. Je cite la Genèse, Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Dans le judaïsme, le travail a pour but d'œuvrer à la poursuite de la création. Et en maçonnerie, le rituel, je vous le rappelle, donne le nom de frère ou de sœur uniquement après qu'on les ceint de son tablier, symbole du travail. En maçonnerie, vous le savez tous, le travail est glorifié. Il permettra la construction du temple de l'humanité. Deuxième thème de concordance, une foi commune dans la perfectibilité de l'homme. Juifs et francs-maçons croient au progrès de l'humanité, à tort ou à raison. Ce progrès dépend de l'action de l'homme. André Neher écrit « La Torah enseigne que l'homme n'est imparfait, mais doit tendre vers la perfection. L'homme s'appelle Adam, parce qu'il est tiré de Adama, le sol, la terre. Il est l'Adama de son propre être. De même que l'Adama est le terreau qui fait pousser les choses, qui les tire de rien pour les mener au quelque chose, de même, l'homme est l'agriculteur de sa propre personne. Dans le processus maçonnique, l'homme est à la fois celui qui taille la pierre et la pierre elle-même. Troisième thème de concordance, l'absence de dogme, qui est une permanence dans la Torah, même si je sais qu'on ne s'en aperçoit pas souvent. Delphine Orviller, qui est un rabbin, évidemment du rabbinat, je parle là du rabbinat libéral, hein, dit que dans le judaïsme, la foi n'est pas centrale. Le judaïsme demande à l'homme d'être au monde. Et vous savez, dans le processus extrêmement compliqué de conversion au judaïsme, c'est très difficile de se convertir au judaïsme. Et c'est long. Il faut apprendre des tas de choses, des milliers de choses, etc. Et ensuite, les néophytes sont interrogés par les rabbins. Il y a une seule question que les rabbins ne sont jamais autorisés à poser à un homme qui veut se convertir. Cette question, c'est « Croyez-vous en Dieu ?»
La franc-maçonnerie, quant à elle, vous le savez aussi bien que moi, érige en dogme son aversion pour le dogme. Je rajouterai enfin une dernière et quatrième concordance, le questionnement permanent qui est exigé du juif comme du franc-maçon. Alors, pour terminer ce travail qui vous a paru peut-être un peu long, je vous raconterai une histoire très rapide. C'est un rabbin qui est connu pour être vraiment très, très inspiré, très cultivé, il est adoré. Il est attendu à la synagogue par tous les fidèles, et puis il n'arrive jamais, quoi, il est en retard, tout le monde s'impatiente, et finalement, le rabbin entre dans la synagogue et il la traverse comme un fou en hurlant. J'ai une réponse, qui a une question.